Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 18 mars 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Deuxième jour du deuil national décrété par le gouvernement après l'attaque meurtrière de la région de Tillabéri où 56 civils ont été tués par des individus armés non identifiés. Un nouveau mode opératoire qui suscite des vives réactions d'indignation au sein de la population nigérienne. Reportage. Les groupes terroristes ont une fois de plus endeuillé des familles nigériennes. En effet, en début de cette semaine, 58 personnes, toutes des civils, ont été tuées par des individus armés non identifiés qui les ont interceptés de retour d'un marché hebdomadaire de Banubongo dans la région de Tillabéri. Une attaque meurtrière de plus condamnée par certains observateurs et analystes qui remettent en cause les dispositifs sécuritaires mis en place dans certaines régions déstabilisées par les groupes terroristes, mais aussi la présence des forces étrangères. On est vraiment très choqués, très affligés de constater que tout le mécanisme de protection minimale qu'un citoyen ordinaire puisse attendre d'un État aujourd'hui est totalement délabré. Les citoyens sont pratiquement en abandon. C'est un signe qu'il n'existe vraiment pas d'État. Que s'il existe un État, c'est un État de la capitale. Mais vis-à-vis des citoyens ordinaires qui vivent et qui se battent au quotidien pour survivre, eh bien, il n'y a presque absolument rien du tout comme mécanisme de protection publique. Et ça met en cause aussi bien l'État du Niger que de la communauté CEDEAO, la communauté panafricaine et le monde entier. Parce que c'est sous les yeux de tout le monde entier. Voilà que depuis combien, une dizaine d'années, que ce pays est pratiquement assiégé par des forces militaires étrangères de toute nature. Toutes les puissances du monde sont pratiquement présentes au Niger. Mais voilà aussi que c'est dans ce contexte qu'on continue à comptabiliser le nombre de morts sauvagement abattus et de part en part. Et cette zone est aujourd'hui devenue pratiquement le tombeau des Nigériens. Et on est aussi affligé par la sauvagerie des assaillants. On ne peut pas comprendre que dans une zone militarisée, que des gens puissent venir en pleine journée proposer ce genre d'actes. Les populations sont en train de se déplacer. Ils se déplacent en direction des zones plus sécures. Parce que quand il y a des attaques dans un village, évidemment, les gens ou les survivants, ils sont obligés de s'en aller. Ils ne peuvent pas rester. Ce qui s'est produit, c'est inadmissible. Environ 100 morts, quand même, c'est énorme. Et à chaque fois que ça se produit, c'est le même discours qu'on entend, on va renforcer. Il y a eu Zarumdari, il y a eu Chomabongo. On est allé promettre que les dispositions vont être prises. Moi, je considère que dans une zone militarisée, où il y a l'état d'urgence qui prévaut pendant toutes ces années, ce n'est pas possible que des actes comme ça puissent se dérouler. La situation sécuritaire préoccupante dans la région de Tillabéri pousse ces acteurs à s'interroger sur les réelles motivations de ce qui se passe dans cette partie du Niger. Qu'est-ce qui peut bien l'expliquer malgré les drones qui sont là, qu'on nous chante les vertus, les capacités informatives, mais en fait, il n'y a rien du tout. Au fond, il y a quelque chose de révoltant, il y a quelque chose de choquant, au point où on se demande, mais en fait, qui a un projet de liquidation de toute cette zone-là? Parce que ce silence-là, de toutes les forces qui objectivement doivent avoir les capacités de faire face à ce défi-là, ne font presque rien du tout et laissent la situation pourrir du jour au jour. Ça poursuit quel objectif? En tout cas, moi je fais partie de ceux qui ont peur de l'avenir au regard de ce qu'on est en train d'observer dans ce pays et de constater que les États en fait donnent l'impression d'impuissance. Ces gens parviennent à faire ce qu'ils ont envie de faire quand ils ont envie de faire. Est-ce que c'est normal ça? C'est des populations qui sont dans la détresse totale dans toute cette bande-là. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ces gens, ils sont obligés et ils tombent pratiquement dans l'assistanat. Et moi, je considère que ce n'est pas normal. L'État doit se donner les moyens de les sécuriser, d'autant plus que l'État a mis en place une mesure d'état d'urgence pendant toutes ces années. Mais ça n'empêche que les terroristes, les djihadistes parviennent à attaquer, tuer, piller
et retourner chez eux. Cette attaque meurtrière est la deuxième du genre d'une grande ampleur qui a ciblé les civils dans la région de Tillabéri. En début du mois de janvier, au moins 100 civils ont été tués par les terroristes dans 2 villages de la région de Tillabéri, à savoir Tchambongu et Zarumdei. Ce qui laisse croire que ces groupes armés terroristes adoptent désormais de nouveaux modes opératoires en s'attaquant aux civils, notamment dans la zone des 3 frontières. Et puis le syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, a réagi relativement à cette attaque dans la région de Tillabéri à travers un communiqué de presse dont je vous donne la teneur. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, a appris avec consternation le massacre de nos 58 paisibles concitoyens de retour d'un marché hebdomadaire le 15 mars 2021 dans la région de Tillabéri, suivi de la destruction de leurs biens, notamment de subsistance. En cette douloureuse circonstance de deuil national de Saman, tout en s'inclinant devant la mémoire de toutes les victimes du terrorisme, présente ses condoléances les plus attristées à tout le peuple nigérien indiscrètement éprouvé dans sa chair. Face à ces massacres massifs et répétitifs des citoyens nigériens qui dépassent l'endettement, le SAMAN rappelle à l'État son obligation absolue de protéger la personne humaine en raison de son caractère sacré conformément à l'article 11 de la Constitution. Par ailleurs, le SAMAN suit avec une attention particulière l'évolution de la dernière phase du processus électoral 2020-2021. Ce processus porteur d'un grand et légitime espoir pour le peuple nigérien d'être historiquement témoin d'une alternance politique qui traduit la capitalisation des expériences et des leçons tirées du passé a été malheureusement marqué par des événements regrettables lors du scrutin du deuxième tour des élections présidentielles. En plus de la mort tragique des agents électoraux dans la région de Tillabéri, découlant d'un acte barbare des forces du mal, des émeutes survenues dans certaines localités de notre pays après la proclamation des résultats globaux provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI, ont occasionné la mort de 2 personnes ainsi que d'importants dégâts matériels sur des biens publics et privés. Le SAMAN déplore les pertes en vies humaines enregistrées, présente ses condoléances les plus émues aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple nigérien et condamne vivement les préjudices occasionnés à l'État et aux particuliers. Cependant, le SAMAN a relevé avec regret qu'en dépit de ces nombreuses dénonciations de l'immixtion de l'exécutif dans les affaires judiciaires, le cas étant légion, le gouvernement, fidèle à ses habitudes, s'est cru une fois de plus en droit de s'arroger des attributions judiciaires et juridictionnelles dans la gestion des actes malheureux découlant des dites émeutes. En effet, dans une conférence de presse qu'il a animée le 26 février 2021, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses a de façon péremptoire attribué la responsabilité des événements malheureux ayant suivi la proclamation des résultats provisoires du second tour des élections présidentielles du 21 février 2021 à certains citoyens en dehors de tout procès au cours duquel leur culpabilité ait été établie. Le SAMAN, fidèle à sa mission de défense des principes et des valeurs démocratiques, rappelle au gouvernement que le Niger est un État de droit et sa constitution du 25 novembre 2010 consacre clairement les principes sacro-saints de la présomption d'innocence, de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice, respectivement en ses articles 20, 116 et 118. Par conséquent, il est du ressort du seul pouvoir judiciaire à travers le cours et tribunaux de juger et déclarer coupable une personne à l'issue d'un procès durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa liberté, à sa libre défense lui auront été assurées en application des articles 20, 116 de la Constitution et 1er de la loi portant organisation judiciaire en République du Niger.
Au même titre, le Saman rappelle à nos concitoyens que dans un état de droit, l'exercice des droits et libertés devrait s'opérer dans le respect de lois et règlements de la République et les invite par conséquent à inscrire leur action dans ce sens. Au demeurant, le Saman rappelle à l'ensemble de ses militants leur serment professionnel et les obligations qui en découlent et les invite à respecter strictement les dits serments et à assumer pleinement leurs responsabilités dans leurs tâches quotidiennes, seul gage de la préservation de l'image et de la crédibilité de l'institution judiciaire ainsi que du respect dû à celle-ci. En tout état de cause, l'institution judiciaire, en étant qu'organe régulateur par excellence devant garantir la stabilité, la paix et l'harmonie sociale et dernier rempart contre l'arbitraire et les abus, doit se hisser au-dessus de la mêlée pour demeurer l'indépendante, neutre et impartiale face à n'importe quelle situation soumise à son appréciation sans céder à aucune pression d'où qu'elle vienne. C'était là donc la substance du communiqué de presse rendu public ce jour 18 mars 2021 par le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, signé par son secrétaire général Nuhu Aboubakar. Parlons toujours de la situation sécuritaire. $1 million américains, environ 500 millions de francs CFA, c'est le montant que le consortium éducation sans délai a mis à la disposition du Niger pour assurer l'éducation des enfants des zones affectées par les conflits armés dans le pays. D'autres précisions avec le secrétaire permanent du Niger auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, Abdou Abari. Je voudrais commencer par m'incliner devant la mémoire des victimes de la lâche attaque qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de mes compatriotes, de nos compatriotes, à Bani Bangou, suite à des attaques qui ont été perpétrées le 15 mars. Certains de mes collègues du Conseil de sécurité m'ont chargé de transmettre leurs condoléances au gouvernement, au peuple nigérien, ainsi qu'à la famille des victimes. Mais le secrétaire général, pour sa part, a eu à publier un communiqué aujourd'hui, 17 mars, communiqué au travers duquel il a adressé ses condoléances les plus émues aux familles des victimes et communiqué au travers duquel également il a réitéré le soutien des Nations Unies au gouvernement du Niger dans la lutte qu'il mène contre les terroristes. Le 9 mars dernier, ECW, Education Can't Wait, l'école sans délai, a également décidé d'octroyer une enveloppe d'$1 million à notre pays pour soutenir l'éducation de 6 000 écoliers dans les régions de Tillabéri et de Tawa en cette période de pandémie. Cette aide-là va être délivrée à travers le HCR, en plus de 33 millions de dollars qui ont déjà été attribués il y a de cela quelques mois aux pays de la région du Sahel central qui comprennent le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Comme vous le savez, les attaques qui ont lieu dans la région du Sahel, notamment ce qu'on appelle la région du Liptako-Gourma, qui est devenu aujourd'hui le foyer de cette lutte, de cette guerre que mènent à nos différents pays les hordes de terroristes. Donc ces différentes attaques ont entraîné la fermeture d'un peu plus de 3000 écoles. Cela a été répertorié pour la seule période, la seule année de 2020. L'autre conséquence, c'est que ces attaques ont privé 650 000 écoliers de poursuivre leur éducation et a entraîné 65 000, le fait que 65 000 enseignants ne sont plus en mesure aujourd'hui dans cette région de pratiquer leur art d'enseigner, leur art d'éduquer. Et comme vous le savez également, lorsqu'on prive la jeunesse d'un pays de l'éducation, c'est qu'on empêche également à ce pays de jeter les bases durables de son développement.
Retour ici au Niger, peut-être pour parler de l'approvisionnement en eau potable de la population de Niamey qui connaîtra une nette amélioration avec les travaux de renforcement du système d'alimentation en eau qui ont pris fin. Et le président de la République, Issifou Mahamadou, a officiellement inauguré l'ouvrage ce jeudi à Goudala. Le coût des travaux est estimé à plus de 48 milliards de francs CFA, nous précise Ismaël Moumouni sur les images de la télévision Niger 24. Mettre à la disposition de l'ensemble de la population ce liquide précieux qui est source de vie fait partie des missions que s'est assigné le président de la République Issifou Mahamadou à travers le ministère de l'Hydraulique. Ainsi, à travers la réalisation de cette infrastructure, cela permettra de renforcer la résilience du système d'approvisionnement en eau potable pour l'ensemble de la ville de Niamey. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 18 avril, vous avez procédé au lancement officiel des travaux du projet Goudel 4 dans le cadre de votre programme de renaissance Acte 2. Après 30 mois de mise en œuvre, la nouvelle usine d'une capacité de 40 000 m3 est terminée et mise en service. Vous avez si bien élevé la bataille contre la soif en axe majeur des programmes de renaissance Acte 1 et Acte 2 qui ont guidé votre gouvernance à la tête de notre pays. Vous avez su relever ces défis avec méthode et efficacité en injectant des moyens conséquents dans la réalisation d'ouvrages d'approvisionnement en eau potable dans toutes les contrées de notre pays où le besoin s'est fait sentir. Ces installations viennent renforcer l'amélioration de la desserte en eau potable à environ 200 000 personnes supplémentaires grâce à la réalisation des branchements sociaux et bornes fontaines. Ce système d'alimentation en eau potable dans la capitale a vu le jour grâce aux partenaires. Le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, par l'intermédiaire de l'agence gouvernementale RVO, la Banque européenne de l'investissement, le bras financier d'investissement de l'Union européenne et la coopération française, l'Agence française de développement, ont mobilisé 60,4 millions d'euros de financement pour ce projet à caractère transformateur. Goudel 4 amènera des réponses et des résultats spécifiques et concrets pour adresser le besoin impératif d'accès à l'eau potable. Il s'agit de 40 000 mètres cubes par jour supplémentaires, en plus du renforcement de la résilience du système d'approvisionnement en eau potable pour l'ensemble de la ville, ce qui est équivalent à une consommation journalière de 410 000 personnes, dont environ 41 000 ménages. Il est important que ce programme permettra pour la première fois d'accéder à l'eau potable à plus de 200 000 habitants de Niamey. Avec 40 000 mètres cubes par jour, ne peut que réjouir le président de la République qui a mis tout en œuvre pour sa réalisation. Quand vous allez dans les villages du Niger, la première revendication des populations, ce n'est pas l'école, ce n'est pas la santé, mais c'est l'eau. Donc c'est pour cela que le programme de Renaissance a fait de l'accès à l'eau un de ses axes. Et je me réjouis aujourd'hui de procéder à l'inauguration de cette usine. Récemment, la Banque mondiale a publié un rapport sur le Niger et je constate avec beaucoup de satisfaction que le Niger n'est plus le pays le plus pauvre du monde. Nous devançons beaucoup de pays compte tenu des efforts que nous avons soutenus de croissance ces 10 dernières années. Et j'espère que ces efforts de croissance vont se poursuivre les années à venir, vont se poursuivre, vont s'amplifier. Donc le Niger est sur la bonne voie. Je me réjouis en tout cas d'avoir placé le pays sur la voie du progrès économique et social. La mise en service de cette station permettra de couvrir les besoins en eau potable dans la ville de Niamey en période de pointe jusqu'à l'horizon 2025, période de mise en service de la troisième usine de 1000 m3 jour, 6 à Karégourou sur la rive droite du fleuve Niger.
Merci Ismaël Moumouni. Une autre infrastructure inaugurée ce jeudi, c'est le centre hospitalier des armées. Et c'est le Premier ministre Brigitte Raffini qui a procédé à l'inauguration de ce joyau ce matin. Un joyau donc réhabilité sur le site de l'infirmerie de garnison. Le coût des travaux est estimé à quelques 130 millions de francs CFA sur fonds propres de l'État. Reportage. Les forces armées nigériennes disposent désormais de leur propre centre hospitalier. Il est logé dans l'infirmerie de garnison, réhabilité à cet effet sur fonds propres de l'État du Niger. Ce centre hospitalier des armées est un établissement de soins, mais aussi de référence. Il peut accueillir des militaires et des civils. Il constitue un centre de formation pour les cadres du service de santé et de l'action sociale et bientôt un terrain de stage pour les étudiants de la faculté de médecine de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Dédié à la prise en charge sanitaire et sociale des militaires et de leurs familles, il prend en compte, dans le cadre de la relation armée-nation dans nos activités civilo-militaires, les populations civiles proportionnellement à ses capacités. Il contribue de ce fait à renforcer en complémentarité les capacités de soins des autres établissements sanitaires du ministère de la Santé publique dans la région de Niamey. Ces infrastructures, entièrement financées sur fonds propres de l'État, sont composées d'un bloc comportant 2 salles opératoires, une salle de réveil, une salle de déchocage et une unité de réanimation. Un service d'accueil des urgences d'une capacité de 15 lits. Des salles annexes constituant les bureaux et les salles de repos pour le personnel. Une centrale de distribution d'oxygène de 24 prises permettant d'approvisionner le bloc et le service des urgences. Un service d'aiguillage pour orienter, enregistrer et trier les patients pour les consultations ou les bilans spécialisés. Un poste de police pour la sécurité de l'établissement et des usagers. Cet hôpital des armées ouvre ses portes à un moment où les éléments des forces de défense et de sécurité sont sur plusieurs fronts pour défendre l'intégrité du territoire national. Sa création vient donc à point nommé. C'est une structure qui a connu plusieurs évolutions dues aux défis sécuritaires et sanitaires du moment. En 2015, la hiérarchie militaire a décidé de doter le centre hospitalier des armées d'une salle opératoire et d'une extension de sa capacité en hospitalisation. Ces moyens ont été rapidement dépassés au vu de l'accroissement de la demande de soins, notamment en chirurgie de guerre. C'est pourquoi le centre hospitalier des armées vient une fois de plus d'être doté de nouvelles infrastructures dont les principales sont sans nul doute le bloc opératoire et le service de réanimation. Après l'aspect protocolaire, le Premier ministre Brigitte Raffini, chef du gouvernement, et les autres invités ont eu droit à une présentation de la structure, mais aussi à une visite guidée des installations. Et à la fin, Brigitte Raffini s'est dit satisfait de ce qu'il a vu. C'est vraiment une initiative à saluer. Je salue les promoteurs de cette initiative, à savoir le ministère de la Défense et tous les cadres des forces armées qui ont travaillé d'arrache-pied dans ce cadre de ce projet. Et un projet entièrement pris en charge par l'effort national. Je pense cela va nous encourager à encore redoubler d'efforts pour poursuivre les améliorations, pour poursuivre les autres phases qui sont absolument nécessaires. Nous avons noté des besoins très justifiés dans le cadre de l'extension et de l'amélioration du plateau technique de ce centre. Autre bonne nouvelle, selon le ministre de la Défense nationale, les discussions sont en cours avec le gouvernement allemand pour la construction d'un hôpital militaire de référence, non pas pour le Niger, mais aussi pour tous les pays de la sous-région.
Suite d'une série de rencontres d'échanges initiées par la Cour de comptes avec l'appui du programme Shiga sous le financement de l'USAID. Ce jour, ce sont les organisations de la société civile qui étaient édifiées sur le rôle et la mission de la Cour de comptes. Précision, Arrête Salah. Après les journalistes, ce jour 18 mars, au tour des organisations de la société civile d'échanger avec la Cour de comptes sur son rôle et ses missions. Une série de rencontres qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2024 de la Cour de comptes ainsi que du mémorandum d'entente signé avec le projet américain Shiga. Pour Shiga, la Cour de comptes a besoin des organisations de la société civile pour sa visibilité. La Cour de comptes est un partenaire clé pour le programme Shiga, dont l'objectif consiste à appuyer la politique publique de développement économique et social par le renforcement des capacités des institutions étatiques et des structures de la société civile et à la création des espaces de dialogue constructif. Les institutions étatiques comme les OSC sont très importantes pour notre programme. Les OSC sont aussi les partenaires du programme Shiga parce qu'ils participent à la sensibilisation, à la formation et à l'information des citoyens. Ils participent au contrôle et au renforcement de l'action publique. Pour Shiga, les OSC participent dans la bonne gouvernance. Leur action contribue à rendre la redevabilité effective et les citoyens plus responsables. Le Cour de comptes a besoin des OSC pour sa visibilité et pour vulgariser au grand public le travail important qu'il accomplit au quotidien. Shiga ne peut que se satisfaire du rapprochement des institutions étatiques avec les OSC. Les OSC sont importants pour l'édification d'un État de droit, le renforcement de la démocratie et la bonne gouvernance. Nous saluons cette initiative de la Cour des comptes de s'ouvrir à la société civile. Nous félicitons les deux partenaires et les encourageons à continuer dans cette dynamique. La Cour des comptes s'est inscrite dans cette dynamique de communication pour améliorer ses relations avec les parties prenantes, parmi lesquelles les organisations de la société civile. Cette rencontre intervient au moment où la Cour des comptes, avec l'appui du gouvernement, vient d'engager une réforme à travers l'adoption de la nouvelle loi organique numéro 2020-035 du 30 juillet 2020, déterminant sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement, et l'adoption de la loi numéro 2020-066 du 10 décembre 2020 portant statut autonome du personnel de contrôle de la dite Cour. L'objectif principal de cet atelier est de contribuer au renforcement de la visibilité de la Cour des comptes, notamment à travers les actions que les organisations de la société civile peuvent être amenées à mener dans son domaine de compétences, et de manière plus spécifique dans le cadre de sa mission de promotion de la gouvernance, de la transparence dans la gestion des finances publiques et des services publics. Il s'agit pour la Cour de, premièrement, sensibiliser les organisations de la société civile sur sa vision et sa mission. Deuxièmement, informer les organisations de la société civile sur ses attributions, sa composition, son organisation et son fonctionnement. Troisièmement et enfin, informer les organisations de la société civile sur ses différentes activités de contrôle. Pour que ces objectifs soient atteints, je vous exhorte à être attentifs et assidus aux communications qui vous seront faites par les différents responsables des chambres et du parquet général tout au long de cette journée. Ils sont nombreux les acteurs de la société civile à répondre à cette rencontre d'échange avec la Cour de comptes afin de mieux vulgariser les activités que mène cette juridiction de contrôle des finances publiques. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Niger,
L'ONG néerlandaise Free Press, en partenariat avec APAC Niger, a décidé de mettre donc un lot de produits de gel hydroalcoolique et de bavettes à la disposition des organes de presse nigériens. La remise officielle s'est déroulée ce jeudi à la Maison de la Presse, nous rapportent Asma Oseidou et Halidou Bourema. Permettre aux hommes des médias à mieux faire leur travail en cette situation de la Covid-19, c'est le but de l'ONG néerlandaise Free Press, partenaire de APAC Niger, à travers ce geste combien important dans la lutte contre la Covid-19. Un don composé de gel hydroalcoolique et de bavettes au profit d'une quinzaine de médias. Notre pays, à l'instar de tous les pays du monde, est touché par la pandémie Covid-19 depuis mars 2020. En dépit de quelques réticences constatées au sein des populations, le port de la bavette est aujourd'hui devenu obligatoire dans tous les lieux de travail, mais également dans les lieux de regroupement. Et comme vous le savez, les médias peuvent jouer un très grand rôle dans la sensibilisation des populations sur la maladie, ainsi que pour la vulgarisation des mesures à prendre pour limiter la propagation. Un geste salué par le président de la Maison de la Presse et le représentant du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RITIN, représentant les organes de presse. C'est dans le sens d'apporter sa contribution pour permettre aux médias et aux journalistes de mieux faire leur travail dans les meilleures conditions sanitaires que APAC Niger, avec le soutien de Free Press, a apporté cet appui de gel et de bavettes pour que les journalistes qui s'exposent toujours puissent être protégés de cette pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, il faut le reconnaître qu'à travers le monde, le vaccin contre la Covid-19 est en train d'être distribué et nous osons espérer qu'une fois arrivé au Niger, que les responsables sanitaires puissent penser aussi aux hommes des médias qui sont exposés pratiquement au même titre que les hommes de la santé. Donc il faut que les efforts que les uns et les autres apportent au Niger ou bien aux journalistes nigériens puissent continuer à le faire pour que nous puissions faire notre travail dans les meilleures conditions. Merci à l'association APAC Niger pour cette action qui est hautement salutaire et qui viendra, c'est sûr, apporter un soulagement différentes radios et télévisions privées du Niger et même publiques dans le cadre de leurs activités de recherche d'informations. Car vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, à la même époque, avec l'avènement de cette pandémie Covid-19, beaucoup de médias ont vu leurs activités être perturbées du fait de nouvelles habitudes de travail que leur impose cette pandémie, notamment à travers le respect des mesures barrières. Donc c'est pour cela vraiment il faut les encourager d'autres partenaires à faire la même chose pour venir en aide au secteur des médias de quelque manière que ce soit. D'autres structures doivent leur emboîter le pas afin d'aider les hommes des médias à mieux faire face aux défis imposés par cette pandémie. Sur les marchés nigériens, on retrouve une panoplie de produits blanchissants chargés de composants aussi nombreux que mystérieux. Ces produits sont-ils dangereux pour la santé? Élément de réponse dans cet élément donc, de nos confrères du studio Kalongo. Les femmes veulent utiliser toujours les produits qui n'ont pas d'effet secondaire. Parce que sur la notice, la glutation doit utiliser 2 fois par jour. Et quand vous respectez l'utilisation qui a dit sur la notice, vous n'avez jamais la dépigmentation. Tout produit qui le dosage est fort à utiliser, quand tu dis 2 fois par jour, tu passes le dosage, ça t'éclaircit et ça te prend la dépigmentation. Le produit à l'hydrochloride éclairci, ça tombe à même pic. Avant, on peut dire qu'il contient de l'hydrochloride, mais il n'y a pas d'explication. Mais maintenant, même les produits à l'hydrochloride sont expliqués à 2 fois par jour en disant sur la notice. Mais avant, quand on fait les produits, on ne précise pas. Moi, je n'ai jamais vendu l'imitation. Je vends toujours des produits qu'on fait fabriquer par l'usine.
Je n'ai jamais eu de clients qui viennent dire que leur peau a été dépigmentée, gâtée, parce que depuis ici, j'explique les clients. L'acide kojique, c'est un dérivé de synthèse donc à partir des champignons. Voilà, donc il a des effets aussi. Par exemple, si vous utilisez l'hydroquinone, les effets sont plus locaux. Donc prenez par exemple, c'est déjà de l'hyperchromie et périorbitaire que vous avez et bilatérale, et juste que les femmes appellent les phares. Donc vous pouvez avoir également une ochronose. Et si c'est la bêta-méthazone que vous utilisez ou bien le clobétazole, là vous pouvez avoir des conséquences cutanées ou bien également des conséquences dans le niveau systémique. Vous pouvez avoir par exemple des infections à répétition, des furoncles, des folliculites, des infections fongiques, des infections virales, bactériennes, tout ça. Donc vous pouvez également aussi avoir des atrophies cutanées. Donc c'est une longue durée. Et ces produits-là peuvent entraîner une hypertension, diabète, et voilà. D'accord? Voilà, maintenant, si c'est, par exemple, l'autre produit-là, comment ça s'appelle là, les dérivés mercuriels, et vous pouvez même aller jusqu'à développer une insuffisance rénale ou bien avoir des troubles obstétriques. En fait, d'autres consultent pour des affections qui sont liées à l'utilisation des produits dépigmentants sans elles-mêmes qu'elles s'en rendent compte. Donc c'est aux praticiens de s'en rendre compte, de leur expliquer cela et puis vraiment de leur dire d'arrêter. Direction Université Abdou Moumouni de Niamey pour parler du lancement ce matin des activités de la 12e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant de la faculté des lettres et sciences humaines de cette université. Précision, Hamza Sakou et Abakar Souley. C'est par l'hymne de cette faculté qu'ont débuté les festivités de la 12e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant de la faculté des lettres et des sciences humaines. Une édition qui intervient en période post-électorale, lancée sous le thème « Responsabilité de la jeunesse dans la prévention des conflits électoraux et la promotion de la paix sociale et politique ». Ces élections, aussi bien municipales, régionales, législatives que présidentielles, tenues dans des conditions les plus instables, risqueraient de plonger les Nigériens et les Nigériens dans une impasse dont les séquelles seraient, à n'en point douter, infructueuses et moins souhaitables. C'est pourquoi, en tant que jeunesse, d'une façon générale, et étudiants à la faculté des lettres et sciences humaines en particulier, ne saurait rester les bras croisés. Il doit en effet analyser, évaluer, mesurer les causes et les conséquences pour enfin proposer des perspectives à l'ensemble des événements instables de notre cher pays. La véritable pertinence de ce thème oblige un regard réfléchi à l'ensemble de la jeunesse nigérienne, afin que nous évitons ensemble le pire dans notre cher pays. Présent pour la circonstance, le professeur Mounkel Abdo salue l'initiative et dénote l'importance de ce thème. Les étudiants sont des gens responsables avec lesquels il faut compter. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis convaincu que ce sont des gens responsables qui peuvent déraper quelquefois et nous ne devons pas hésiter à attirer leur attention. Je ne fais pas de la démagogie, je ne vais pas vous dire forcément ce qui vous plaît. Pour ce qui est de cette thématique extrêmement importante que vous avez choisie comme point central de cette 12e édition de la semaine de l'étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines, c'est une question d'actualité. C'est une question d'actualité et le sketch qu'il y a eu au début et le discours du camarade secrétaire général me dispensent véritablement de m'appesantir là-dessus.
je vois déjà que vous avez pris conscience. L'engouement des étudiants à cette activité démontre l'importance qu'ils accordent à la délégation générale des étudiants de cette faculté, qui n'a d'ailleurs pas manqué à honorer des personnalités à travers des témoignages de satisfaction. Du sport dans ce journal, et c'est pour parler de l'entraîneur du MENA national, Jean-Michel Cavalli, qui a animé ce matin une conférence de presse au siège de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT. Objectif de cette sortie médiatique est de dévoiler la liste des joueurs retenus pour les matchs des 4e et 5e journées de la CAN 2020-2021. Ibrahim Tikire et Chebou Disso pour le résumé. C'est une liste de 29 joueurs qui a été dévoilée à la presse sportive ce jeudi 19 mars 2021. Des ambassadeurs qui défendront les couleurs nationales lors des 4e et 5e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Premier défi, les éléphants de la Côte d'Ivoire ce 26 mars 2021 à Niamey, au stade Kounché. L'entraîneur Jean-Michel Cavalli, handicapé par l'absence de certains joueurs expatriés, croit aux chances du MENA. J'ai la ferme conviction et j'ai la certitude, avec ma longue expérience, qu'il faut s'appuyer sur une constance pour réussir quelque chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme l'a si bien expliqué notre DG, nous sommes à la croisée des chemins, puisque c'est notre dernière sortie. Et derrière, nous avons une compétition majeure, qui est la Coupe du Monde, à jouer. Et il est de mon devoir aussi de pouvoir un petit peu anticiper là-dessus, parce qu'il n'est pas question d'occulter cette compétition en se présentant comme une victime expéditoire, loin de là. Je vous ai dit au tout début, dans 6 mois, vous n'aurez plus la même équipe. Et je pense que nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin. Donc c'est la raison pour laquelle vous verrez aussi quelques petites surprises. Pourquoi? Parce qu'en préparant l'avenir, ça veut parler aussi de jeunesse. Mais aujourd'hui, dans l'immédiat, vu la conjoncture, ça peut parler aussi d'expérience. Parce que nous rencontrons quand même une grande nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et on se doit de se donner tous les atouts sur une rencontre. Parce que si nous avions l'opportunité de remporter ce match, nous aurions une finale à faire et sur un match, tout est possible derrière. Donc cette rencontre à domicile, à Niamey, j'ai essayé aussi de ramener un petit peu d'expérience par rapport aux caractéristiques des lacunes que nous pouvions avoir ou que j'ai pu observer, et en même temps des revanchards. Parce que parfois, vous savez, les revanchards, les bêtes blessées, parfois elles arrivent à se révolter et à surprendre. Et ça peut être un atout majeur pour nous. Composée des jeunes espoirs combinés à des anciens, la troupe de Cavalli jouera sans public car la CAF a notifié que tous les matchs doivent se jouer à huis clos. La suspension provisoire du stade Jean Séni Kounché, comme vous le savez, il y a quelques jours, par un courrier du 27 février, nous avons reçu la décision de la CAF qui nous a dit que le stade Jean Séni Kounché, vu son état actuel, ne répond plus aux normes internationales, aux standards internationaux en ce qui concerne un terrain approuvé par la FIFA et la CAF. On nous a reproché une pelouse en mauvaise qualité, on nous a reproché des vestiaires qui ne sont pas aux normes, on nous a reproché également un manque de sièges au niveau des gradins, et on nous a reproché également de ne pas mettre dans les meilleures conditions possibles de travail la presse. Donc voilà un certain nombre de griefs qu'on a énumérés à l'endroit du stade Jean Séni Kounché. Le tableau d'affichage n'est pas aux normes. Voilà. Les sanitaires qui n'existent pas ou très peu pour les spectateurs. Parce que vous savez, l'un des credos de la FIFA et de la CAF, c'est que le football se déroule dans des stades sécurisés. Relativement à la présence ou à l'absence de certains joueurs, les journalistes sportifs ont posé des questions auxquelles le coach du MENA a apporté des éclaircissements. Une victoire contre la Côte d'Ivoire relancera les chances d'une qualification du MENA à la CAN 2021 avant le déplacement contre le Madagascar le 30 mars prochain.
Bonne chance donc à l'équipe nationale du Niger pour cette compétition. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.